Entre 2004 et 2010, mon plan de vie ne s'est pas vraiment déroulé comme je le pensais. Ce que je pensais, c'était en haut. Et finalement, ça a été divorce, déménagement, problèmes de santé, perte d'emploi, grande instabilité à tous les niveaux. J'ai atteint des sommets de stress. Un véritable scénario catastrophe, façon Bridget Jones et la tour infernale en même temps. Vous voyez? Un petit peu. Pendant cette période de ma vie, j'ai eu le temps de bien observer le fonctionnement du stress. Il peut être salvateur en cas d'urgence. Mais s'il est fort, s'il est fréquent, il est destructeur pour l'organisme. Le stress traumatique, le stress chronique s'installe et avec lui des symptômes handicapants, allant de l'insomnie à l'hyperactivité, des problèmes de mémoire, d'apprentissage, les phobies. Cela peut aller jusqu'au burn-out. Deux éléments sont essentiels dans l'expérience du stress. La perception que l'on a de la situation et les stratégies qu'on va développer pour y faire face. La perception que l'on a de la situation varie considérablement d'une personne à une autre et est très liée à notre niveau de stress. Je prends un exemple. Monter sur scène. Considérez-vous que c'est une situation stressante ? Je connais une jeune fille qui avait par ailleurs un stress familial important. Elle a voulu participer à un spectacle avec sa meilleure amie. Pendant les répétitions, tout s'est très bien passé. Mais le jour de la représentation, c'était complètement raté. Elle a perdu tous ses moyens. Elle était tétanisée sur scène. Souriante, mais tétanisée. Son amie, elle, n'a eu aucun problème. Deux personnes, même situation, deux perceptions, deux vécus totalement différents. Et puis, il y a les stratégies qu'on va adopter instinctivement pour faire face à cet événement que nous n'avions pas prévu. Les stratégies nous donnent l'impression de maîtriser la situation, ou du moins d'en tolérer l'impact. Mais le problème, c'est qu'elles finissent par faire partie de notre personnalité. Elles finissent par intimement faire partie de nous-mêmes. Et elles créent un écran entre nous et la vie. Nous empêchons d'être réellement nous-mêmes. Nous n'agissons plus librement, mais nous réagissons. Ces stratégies, il y en a plusieurs dizaines. Certaines sont vraiment nocives, certaines nous permettent tout de même d'avancer, et certaines ont des aspects parfois positifs. La sublimation, à travers l'art, est une stratégie que j'ai utilisée instinctivement. Je faisais de la photographie depuis toujours, et dès le début de mes problèmes, mes photos ont changé. Elles sont devenues plus émotionnelles. Et finalement, elles m'ont permis d'exprimer ce que je ressentais et de mieux le comprendre. La première de ces photos, j'ai failli la jeter. Elle était tellement différente. Jamais je faisais de photographie comme ça, ou alors c'était des photos ratées. Mais quelque chose m'interpellait dans cette image bougée, floue. Je vivais une perte de repères majeure, alors que ma vie de couple s'effondrait. Et c'est à l'image de ce New York chaotique. Je souffrais de solitude et de dépression, mais je ne confiais ma détresse à personne, car je culpabilisais beaucoup de ne pas arriver à faire les choses comme je pensais qu'elles devaient être. J'étais dans une situation matérielle, affective et sociale difficile, avec 3 jeunes enfants. Et puis, voilà le bug. Ce jour-là, j'étais en déplacement. Et j'attendais les résultats médicaux qui allaient me confirmer que j'avais un cancer du sein.
on croit que les choses se passent normalement. Et puis, on comprend qu'il y a un souci. Et le H ne s'allume pas. Au début, le plus dur était que je m'inquiétais beaucoup pour mes enfants. Je craignais de ne pas pouvoir m'occuper d'eux. Cela m'empêchait de dormir les premières semaines. Et je n'arrivais pas à y penser calmement. Cette image m'a permis de faire face à cette angoisse profonde et de l'accepter. À la première chimio, je gérais comme je pouvais cette situation sur ma vie et sur mon corps. Mais j'étais très en colère contre moi, contre les erreurs qui m'avaient menée dans cette situation de solitude et de souffrance. Je réprimais mes émotions négatives je croyais que c'était comme ça qu'il fallait que je fasse. Mais un jour, cet orage extraordinaire s'est levé et me les a montrés. J'ai pu connecter avec cette émotion. Pour me sentir mieux pendant les opérations et les traitements qui ont duré 3 ans, une amie m'a amené marcher et la nature m'a offert mes plus belles visions. Sa beauté parfaite incarnant l'espoir, la confiance, l'apaisement. Plus tard, j'ai créé le projet Force Naturelle en imprimant ces images sur des voiles légers. C'est une synthèse artistique des thérapies que j'ai découvertes à ce moment-là, particulièrement l'hypnose, la visualisation positive et la pleine conscience. Au bout de 3 ans, j'avais fini ce parcours de la combattante. Mon arrêt de travail était terminé. Il a fallu que j'aille travailler dans les bureaux parisiens de mon entreprise. Car pour le métier que je faisais, avoir un cancer est une inaptitude médicale définitive. Et comme je vis à Bordeaux avec mes 3 enfants, c'était épuisant. Il a fallu que j'apprenne la patience. Car il faut du temps pour que la vie reprenne son cours après une telle crise. Pour que les situations se dénouent, pour retrouver ses forces et pour que les blessures cicatrisent. J'ai compris, grâce à cette image, que les obstacles n'étaient là que pour donner corps à toutes les possibilités qui s'offraient à moi. Ce n'étaient pas les arbres qu'il fallait regarder, mais tous les chemins entre eux. Tellement de possibilités, tellement d'avenir à créer. J'ai fait ma première expo, j'ai fait un site pour partager mes images et mes textes. C'était comme si 2 parties de moi se réunissaient, enfin en cohérence. J'ai fini par quitter l'entreprise pour laquelle je travaillais depuis 20 ans et j'ai commencé une formation à plein temps pour ma reconversion professionnelle, pour rebondir dans le monde du travail, comme on dit, alors que je devais être encore opérée plusieurs fois. Le doute, dont cette image est pour moi la représentation, est devenu mon maître d'apprentissage. Non pas le doute en mes capacités, mais le doute qui est lié à l'impermanence de notre condition. Nous sommes mortels. Cela donne une vibration unique à notre existence, à condition de l'accepter. Ma joie de vivre m'est d'abord apparue dans cette image, avant de se concrétiser dans ma vie, comme si m'ouvrir à cette possibilité la rendait possible. C'est en fait le mode opératoire des thérapies que j'ai utilisées pour me soutenir, pour faire baisser mon stress et mon anxiété et bâtir ma force intérieure. Le stress prend beaucoup d'énergie. Il est crucial de garder ses forces pour guérir et rebâtir sa vie. Comme je suis de nature curieuse et qu'il y avait du boulot, j'en ai expérimenté plusieurs, grâce à des thérapeutes qui m'ont accompagnée. L'hypnose, la visualisation positive, mais aussi l'EMDR, la respiration consciente,
la méthode Tipeee, la pleine conscience. Chacune d'elles m'ont permis d'avancer à leur façon. En particulier, la pleine conscience. C'est une forme de méditation laïque. Le docteur Jon Kabat-Zinn a créé le programme de réduction du stress par la pleine conscience, MBSR, qui fait ses preuves depuis 30 ans. Ce programme se déroule sur 8 semaines et ça a été pour moi une véritable rééducation à la vie. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Cet effort d'acceptation des faits tels qu'ils sont est la base d'une autre thérapie, une des plus avancées de notre époque, ACT. La thérapie d'acceptation et d'engagement. Elle rejoint la pratique de la pleine conscience par l'installation du mental dans l'acceptation du moment présent, ce qui n'a rien à voir avec de la résignation. Ces différentes thérapies créent une forme de nettoyage des mécanismes psychiques que l'on a mis en place lors des événements difficiles de notre vie, aussi bien au niveau de la perception que l'on a du stress qu'au niveau de nos vieilles stratégies d'adaptation. Le meilleur exemple que j'ai est qu'un jour j'ai pris le train avec mon enseignant de pleine conscience. Et vous savez, quand les 2 TGV se croisent et qu'il y a ce souffle extrêmement fort parce que les 2 trains vont très vite, dans le wagon, tout le monde a sursauté, c'est assez naturel. Mais cet enseignant qui a fait des heures et des heures de méditation n'a pas bougé, n'a pas eu un sursaut. C'est-à-dire que cet homme avait tellement nettoyé ses peurs irrationnelles qu'il ne réagissait pas à ce qui, en fait, n'existait pas. Il n'y avait pas de danger. Et ça m'a beaucoup appris sur la façon dont fonctionnent ces thérapies. La plasticité cérébrale est une découverte récente des neurosciences. Elle remet en question beaucoup de nos connaissances sur le cerveau. Simplement en écoutant ce talk, votre cerveau évolue. Et le mien a fait cette expérience aussi. De nouvelles connexions se créent, des cellules se régénèrent, particulièrement lorsque nous éprouvons la compassion, la gratitude, lorsque nous rions ou que nous pleurons ensemble. Plus nous nous appliquons à le faire évoluer, plus des changements s'inscrivent en nous, améliorant notre rapport au monde, à nous-mêmes et aux autres. Et bien mieux que des antidépresseurs, et sans effet secondaire autre que notre joie et notre libération. Nous savons aujourd'hui que la plupart de nos cellules ont moins de 10 ans. Nous nous régénérons totalement en 15 ans. Ce mécanisme naturel est amélioré par la régulation des émotions grâce à la gestion du stress. C'est une bonne nouvelle, non? Ce que j'ai appris à travers cette crise majeure, c'est que nous sommes l'acteur principal de notre santé, en refusant la spirale négative du stress et des attitudes destructrices. Investir dans notre santé psychique est une responsabilité envers soi-même et les autres. Les méthodes dont je vous parle coûtent bien moins cher que les traitements médicaux et elles sont préventives. Car la meilleure façon de ne pas tomber malade est de rester en bonne santé. 80% des consultations médicales seraient liées d'une façon ou d'une autre au stress, ainsi que plus de 60% des accidents du travail. En France, le stress coûte 3 milliards chaque année. Doutons positivement, questionnons-nous, mais ne doutons pas de notre capacité à nous offrir ce cadeau, qu'est la confiance que l'on bâtit jour après jour. Cela demande un effort, c'est même une lutte dans la société actuelle. Des personnes autour de nous nous montrent des façons de faire. Jean-Baptiste Thibon, qui était sur cette scène l'année dernière, avec le handicap mais son enthousiasme et sa joie de vivre au service de tous. Car nous sommes une immense tribu sur une petite planète. Nous dépendons tous les uns des autres. Prendre soin de soi, c'est prendre soin de l'autre.
Et prendre soin de l'autre, c'est prendre soin de soi. C'est aussi une découverte majeure des neurosciences. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je souhaite créer un réseau de clubs sociaux, à la fois espaces de travail partagés pour des projets collaboratifs et lieux d'ateliers et d'application des méthodes de gestion du stress au quotidien, afin de construire ensemble une meilleure qualité de vie. Le premier sera à Bordeaux dans quelques mois. Je vous propose qu'ensemble, nous corrigions un vieux dicton. Le bonheur des uns fait le bonheur des autres. Et pour finir, je voudrais vous montrer une dernière image, celle de la jeune fille du début. Vous savez, celle qui était tétanisée mais souriante sur scène. C'est moi à 15 ans. Merci.